Biélorussie n'a jamais complètement renoncé à l'âge d'or du soviet. Enfin, un âge d'or, ça dépend pour qui. Pour l'élite au pouvoir, certainement. Mais c'est moins vrai pour la population biélorusse soumise au dictateur Loukachenko, un homme charmant. Je me caractérise par un style de gouvernance autoritaire et je l'ai toujours admis. Il vaut mieux être dictateur que gay. Alexander Loukachenko. Mais ne sous-estimez pas Loukachenko. Ses compétences en gouvernance lui permettent de rivaliser avec les plus grandes institutions économiques du monde. Il a même trouvé la solution miracle pour lutter contre l'inflation. Biélorussie. Pour lutter contre l'inflation, le président Loukachenko l'a tout simplement interdite. Familier des déclarations outrancières, Alexandre Loukachenko a ordonné jeudi 6 octobre l'interdiction de l'inflation. Pour cela, le président de la Biélorussie a simplement décidé d'interdire d'augmenter les prix de quoi que ce soit, avant de s'en prendre tour à son gouvernement, son administration, les entrepreneurs de son pays, accusés de ne rien faire pour endiguer la hausse des prix. Alors, on vous épargne les détails, c'est évidemment une énorme bêtise. Et c'est pas la seule mesure qu'il a prise pour contrôler la hausse des prix. Loukachenko veut mobiliser les écoliers pour la récolte des pommes de terre. On vous a déjà parlé des excentricités du régime de Minsk, qu'on surnomme la dernière dictature d'Europe. On vous met la vidéo si vous voulez en apprendre plus sur le pays. La raison pour laquelle on vous parle de la Biélorussie aujourd'hui, c'est à cause de son soutien à la Russie face à l'Ukraine. Bon, pas vraiment une surprise en soi, mais on peut craindre une possible entrée en guerre de la Biélorussie. En juin, Minsk avait annoncé la création d'un commandement opérationnel sud, une force de combat qui devait être déployée à la frontière avec l'Ukraine. Loukachenko avait aussi annoncé une hausse du budget pour la défense. Ces dernières semaines, des renseignements ont filtré concernant la création d'un contingent militaire conjoint avec la Russie. Le régime de Loukachenko justifie cette décision par la nécessité de protéger ses frontières. La tâche de notre force régionale est purement défensive. Elle vise à répondre proportionnellement aux violences près de nos frontières. Viktor Kren, ministre biélorusse de la Défense. Bien entendu, personne ne croit à son baratin. Zelensky, le président ukrainien, a alerté le G7 au sujet d'une possible escalade du conflit et a réclamé l'envoi d'une mission d'observation de l'ONU à la frontière ukraino-bélarusse pour calmer les esprits. À la frontière de l'Ukraine et de la Biélorussie, nous pourrions placer une mission d'observateurs internationaux pour surveiller la situation sécuritaire. Je vous demande au niveau du G7 de soutenir cette initiative. Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine. Malheureusement, cette requête a peu de chances d'aboutir. Bon, alors, vu les difficultés rencontrées par les troupes russes sur le territoire ukrainien, comme l'a reconnu l'état-major lui-même, et la proximité entre Minsk et Moscou, est-ce qu'une intervention militaire de la Biélorussie en Ukraine est vraisemblable ou pas ? De la désobéissance à la soumission. Alexander Loukachenko est aux commandes depuis 1994. Sous son règne, l'autorité du pouvoir s'est renforcée, la répression politique et la corruption se sont intensifiées. Le pays compte actuellement plus de 1300 prisonniers politiques. Toute forme de contestation est strictement interdite. La liberté de la presse est inexistante. Avec un PIB par habitant d'un peu plus de 7000 $, c'est l'un des pays les plus pauvres d'Europe. On estime que la cote de popularité réelle du régime biélorusse est d'environ 25%. Ce gros quart de la population est essentiellement constitué de retraités, de bureaucrates et de salariés du secteur de la sécurité de la défense. Et bien sûr, ce que ce régime n'obtient pas par le vote populaire, il l'obtient grâce à la force et à la répression armée. Poutine et Loukachenko ont l'air de bien s'entendre. Leurs destins sont entremêlés. Si Poutine tombe, alors Loukachenko pourrait le suivre dans sa chute. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. En 1999, Loukachenko a signé un accord avec Boris Eltsine pour la création d'une alliance politico-économique. On vous parle d'une alliance, mais en vrai, l'objectif était une coopération beaucoup plus poussée. L'idée, c'était de créer une entité supranationale qui fixerait une ligne politique, économique et de défense commune au couple russo-biélorusse. Pareil pour leur politique étrangère. On évoquait même la possibilité que les deux pays adoptent la même monnaie et partagent leurs tribunaux et leurs parlements. C'est dire à quel point Loukachenko avait d'énormes ambitions. Il s'imaginait sûrement diriger cette union dans un avenir proche. Mais ça prouve aussi que Loukachenko avait peut-être un peu trop surestimé le poids de la Biélorussie, ou sous-estimé le poids de la Russie. Il pensait vraiment que Minsk allait absorber Moscou et pas le contraire. En vrai, peut-être qu'à l'époque, il avait une chance. Mais cet espoir a été réduit à néant par l'accession de Poutine au pouvoir. Cet accord est devenu un boulevard pour l'annexion de la Biélorussie par la Russie. C'est pour cette raison que Loukachenko a stoppé net ses efforts de rapprochement avec le Kremlin. Et puis, après l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, Minsk s'est senti acculé. Du coup, Loukachenko a fait volte-face et s'est empressé de tisser des liens avec l'Occident. À cette époque, Minsk refusait encore de reconnaître l'annexion de la Crimée. Les relations entre la Russie et la Biélorussie n'ont fait qu'empirer jusqu'aux élections truquées de 2020.
Loukachenko les a remportés avec 80% des voix. Une victoire retentissante et très questionnable. Sauf que la population civile n'a pas cru en ces résultats bidons et s'est révoltée contre le régime. Loukachenko a failli être renversé. En tout cas, il a clairement perdu le contrôle. Poutine a donné le feu vert pour une intervention russe pour mater la révolte. Du coup, Loukachenko doit à Poutine la survie de son régime. Il est devenu l'obligé du Kremlin. Alors pourquoi Moscou s'intéresse tant à la Biélorussie ? Ça va faire quand même 30 ans que la Russie cherche à nouer des liens avec sa voisine la Biélorussie. Quel est l'enjeu stratégique autour de cette alliance ? En fait, il y a 3 raisons à ces tentatives de rapprochement. Déjà, la Biélorussie pèse lourd dans l'économie russe. Plus de 20% des exportations de gaz russe vers l'Europe transitaient au passé via la Biélorussie. Ensuite, la Biélorussie est le chemin le plus court entre Moscou et l'oblast de Kaliningrad, cette exclave russe qui donne sur la mer Baltique entre la Pologne et la Lituanie. En fait, on y trouve le corridor de Suwałki, un site stratégique qui fait office de frontière entre la Pologne et la Lituanie. C'est par cette bande que passeraient les troupes terrestres de l'OTAN qui voudraient rejoindre les pays baltes. Si la Russie prend le contrôle de ce corridor, elle pourrait en empêcher le passage. Et finalement, il s'agit d'une question d'expansion impérialiste. Poutine est obsédé par l'ancienne gloire de la Russie dont il aimerait restaurer la grandeur. Bon, faut dire qu'on n'a pas non plus été très fin. À force d'imposer des sanctions à la Biélorussie, celle-ci a fini par nous tourner le dos. On a clairement accentué la dépendance de la Biélorussie vis-à-vis de sa grande sœur, la Russie. Poutine en a profité pour cristalliser ce nouveau lien de dépendance et refermer son emprise sur la Biélorussie. C'est pourquoi on assiste à des déclarations ubuesques. Ceux qui nous blâment, ne savez-vous donc pas que nous possédons l'alliance la plus étroite avec la Fédération de Russie ? Avec eux, nous construisons un État unique, puissant et indépendant, l'État de l'Union. Nous avons été et resterons aux côtés de la Russie fraternelle. J'ai décidé de notre participation à l'opération spéciale il y a longtemps. Alexander Loukachenko, président de la Biélorussie. Un discours ferme et sans ambiguïté. Et pourtant, Loukachenko fait l'équilibriste depuis le début du conflit. D'une part, il a publiquement admis que 30 000 soldats russes étaient déployés en Biélorussie avant le déclenchement de l'invasion. Ces troupes ont justement fait partie de la vague initiale qui a déferlé sur le territoire ukrainien le 24 février 2022. Loukachenko a aussi mis le territoire biélorusse à disposition de la Russie pour le lancement de missiles vers le territoire ukrainien. 4 jours après le début de l'intervention, Loukachenko a aussi révoqué la neutralité que prévoyait la constitution biélorusse concernant la présence d'armes nucléaires sur son territoire national. Du coup, Moscou a eu les mains libres pour stationner des troupes permanentes sur le sol biélorusse, mais surtout pour y déployer des armes nucléaires. Loukachenko a vraiment mis les pieds dans le plat. La Biélorussie est devenue une extension de la Russie sur laquelle Poutine exerce un pouvoir presque sans limite. En revanche, Minsk n'a jamais sauté le pas d'une entrée en guerre avec sa voisine l'Ukraine, ou en tout cas pas encore. Aujourd'hui, la possibilité d'une entrée en guerre de la Biélorussie aux côtés de la Russie contre l'Ukraine n'est plus à écarter. Alors, pourquoi on vous dit ça ? Tambour de guerre. Durant la guerre froide, le territoire biélorusse avait une haute valeur stratégique pour l'URSS. Les troupes soviétiques stationnées en Biélorussie étaient censées être la première ligne en cas de guerre avec l'Occident. C'est la raison pour laquelle une grosse partie de l'arsenal soviétique était entreposée en Biélorussie. On vous parle des meilleurs armements disponibles à l'époque. Mais surtout, l'URSS y avait installé plus d'un quart de tous les missiles balistiques intercontinentaux. Mais l'effondrement de l'Union soviétique a tout chamboulé. Actuellement, l'armée biélorusse ne pèse pas lourd. Son équipement remonte à la guerre froide et ne rivalise tout simplement plus avec les armements modernes de l'OTAN. C'est même l'un des rares pays qui dépensent plus pour leur sécurité intérieure que pour leurs forces armées. Ce n'est pas tant une dictature militaire, mais plutôt un état policier dans son expression la plus brutale. Le budget militaire, lui, ne représente qu'à peine 1% du PIB, environ 700 millions de dollars par an. Bon, il a un peu augmenté ces dernières années. Et n'allez surtout pas penser que cette enveloppe est assez épaisse pour permettre la modernisation de l'armement ou l'acquisition de matériel militaire de dernière génération. Une immense partie du budget est consacrée aux dépenses courantes comme les salaires. S'il reste de la thune, alors c'est pour le matos. Entre 2014 et 2019, la Biélorussie n'a accordé que 898 millions de dollars à la modernisation de son armée, une moyenne de 180 millions par an. Au niveau d'une armée, c'est vraiment pas grand-chose. L'armée biélorusse ne compte que 50 000 soldats, dont seulement 17 000 sont des personnels combattants, théoriquement entraînés et prêts à être déployés. Et ce chiffre, on le tient des autorités biélorusses. Des sources indépendantes estiment que la vérité est plus proche des 6 000 à 10 000 soldats opérationnels. En plus, vu les difficultés rencontrées par la Russie sur le terrain, la Biélorussie lui a livré une partie de son propre équipement. Nous n'avons ni les troupes ni le matériel militaire. Une grosse partie du matériel a déjà été remise à la Fédération de Russie. Il y a peu, des troupes prêtes à combattre, jusqu'à 7 000, et elles ne sont pas prêtes pour une opération offensive. Franak Vayakorka, conseiller de Svetlana Tikhanovskaya, la chef de l'opposition biélorusse. Le manque de troupes n'est pas la seule faiblesse de l'armée biélorusse. Son armée de l'air ne disposerait que de 24 avions de chasse et son infanterie compterait que 200 chars soviétiques T-72.
Après, c'est vrai que le pays compte sur 290 000 réservistes, mais ils servent pas à grand chose sans équipement et sans formation. On vous disait qu'une grosse partie de l'arsenal soviétique était entreposée en Biélorussie, mais en fait, on ignore dans quel état il se trouve. D'ailleurs, il y a un excellent film à ce sujet, Lord of War, qui s'inspire de la vie de Victor Bout, un trafiquant d'armes, dont un segment du film se déroule justement en Biélorussie. Mais si l'armée biélorusse est en si mauvais état, alors pourquoi on vous en parle? A priori, avec ce qu'on vous dit, ça changerait pas grand chose si elle entrait en guerre, non? Eh bien, il y a 3 raisons. Déjà, le déploiement de troupes biélorusses à la frontière avec l'Ukraine forcerait celle-ci à étendre le front et donc à étirer ses troupes. Surtout que la Biélorussie est à quelques dizaines de kilomètres seulement de Kiev, la capitale ukrainienne. Donc ça serait une situation d'autant plus sensible pour les troupes ukrainiennes. Si Kiev tombe, alors ce sera la fin de Zelensky et l'Ukraine aura perdu la guerre. Et en même temps, si les troupes ukrainiennes étaient obligées de se redéployer pour protéger leur front nord et leur capitale, ça soulagerait pas mal les soldats russes qui vivent mal la contre-attaque ukrainienne, surtout dans l'est et le sud du pays. Certains analystes pensent que Moscou pourrait intensifier les attaques contre les populations civiles à Kiev, la capitale ukrainienne, pour forcer Zelensky à négocier. Ensuite, les troupes biélorusses pourraient être utiles pour consolider les positions arrière de l'armée russe. Elles seraient en mesure de sécuriser les chaînes de ravitaillement, ce qui libérerait des soldats russes pour qu'ils montent au front. Et en même temps, le territoire biélorusse restera bien évidemment à disposition de la Russie pour le lancement de missiles à courte et à moyenne portée. Finalement, c'est tout à fait possible que ce prêt d'équipement finisse par se transformer en don. La Biélorussie continue de prêter ses chars, dont certains ont déjà été détruits par l'Ukraine, et à livrer aux Russes leurs caisses de munitions. C'est a priori incompatible avec une mobilisation de l'armée biélorusse qui ne posséderait juste plus de capacité de combat. L'état-major tente de calmer les troupes en déclarant qu'elles ne seront pas entraînées dans la guerre, car celles-ci sont très inquiètes du succès des Ukrainiens. Personne ne veut se battre pour Poutine. Franak Vayakorka, conseiller de Svetlana Tikhanovskaya, la chef de l'opposition biélorusse. En réalité, l'entrée en guerre de la Biélorussie pourrait être contre-productive. Déjà parce que ça servirait comme prétexte pour Washington de fournir à l'Ukraine des missiles longue portée pour attaquer le territoire biélorusse. Si les Ukrainiens parviennent à toucher des cibles biélorusses en Biélorussie, alors ils auront aussi les capacités de toucher des cibles russes en Russie. Ensuite, ça serait contre-productif parce que Loukachenko serait encore plus isolé de la communauté internationale et encore plus dépendant de Poutine. En plus, moins de 10% de la population biélorusse soutient cette guerre et souhaite voir la Biélorussie y participer. En revanche, on peut vous affirmer avec 100% de certitude qu'il y a bien des Biélorusses qui se battent aujourd'hui en Ukraine, mais pas dans le camp des Russes. Des centaines de Biélorusses rejoignent la lutte de l'Ukraine contre l'impérialisme russe. Et ceux qui ne sont pas partis se battre en Ukraine participent quand même à l'effort de guerre allié. Le Bélarus arrête 4 individus pour avoir tenté de saboter les liaisons ferroviaires avec l'Ukraine. La vague de protestations a changé d'ampleur. La société biélorusse se réorganise pour affaiblir l'armée russe. Même au sein du haut commandement, le vice-ministre de la Défense en personne a démissionné pour protester contre le soutien de son pays à la Russie. Bien sûr, Poutine a beaucoup d'influence, mais il ne peut pas contraindre Loukachenko à commettre un suicide politique. Artyom Shreiban, analyste politique biélorusse. Une entrée en guerre de la Biélorussie paraît peu vraisemblable et même si elle avait lieu, elle apporterait pas grand chose à la Russie. Tout au plus, elle ferait que prolonger le conflit. En revanche, le régime de Loukachenko a bien apporté un soutien logistique et militaire à l'armée russe. Il est bien coupable de crimes de guerre. En attendant, les sanctions imposées au régime biélorusse depuis les élections truquées de 2020 font de gros dégâts. Bien plus que les sanctions prises contre la Russie. Moscou a décidé d'arrêter de livrer son gaz aux Européens. Bruxelles a pour sa part annoncé que les États membres de l'UE n'achèteraient plus de pétrole russe d'ici 2023. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est quoi le lien avec la Biélorussie? Mais en fait, la Biélorussie percevait justement des redevances sur les hydrocarbures russes qui transitaient sur son territoire en direction de l'Europe. Si Loukachenko et son régime veulent tenir, ils vont devoir se serrer la ceinture. En fait, ce sont les exportations d'engrais biélorusses, leur principal revenu, qui souffrent le plus des sanctions prises par l'Occident. Et toi, t'en penses quoi? Loukachenko va-t-il quand même déclarer la guerre à l'Ukraine ou fera-t-il preuve de bon sens et rester en retrait? Dis-nous ce que t'en penses dans les commentaires, on espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, fais-la tourner à tes potes et nous, on dit hasta la vista.